Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce début d'après-midi, parce qu'on est déjà dans l'après-midi. Alors, je vais essayer de parler le moins, parce que on a, on a 1 heure et on est 5 sans moi. Donc, si chacun parle 2 minutes, on aura 50 minutes. Je parlerai très peu et vous laissez la parole, mais en vous demandant d'être hyper concis. Et je vais juste commencer par me présenter, disant que moi, je suis un acteur de l'écosystème digital depuis très longtemps. Et très récemment, je suis revenu à mes premières amours, qui est la gestion de projets structurants. Je suis passé par plusieurs phases. Et en réalité, je me suis rendu compte qu'en entreprise, j'ai été intrapreneur. J'ai fait une courte période d'entrepreneur, pas très successful. C'est très difficile l'entrepreneuriat. Et vraiment, je vous admire, vous qui entreprenez. Et je suis revenu à mes premiers amours. Et ce qui me passionne le plus, c'est de partager. Partager mes idées. Je pense que quelqu'un a parlé de partage. Moi, quand j'ai une idée, je la partage et je considère que ça devient un commun. Ça devient un commun. Ça appartient à tout le monde. Je vais m'arrêter là parce que je suis devenu bavard. Je vais passer la parole aux dames à ma droite pour une présentation brève, pas comme moi. Parfait. Bonjour, donc je m'appelle Raki Khan, je suis secrétaire exécutive de Sénégal Connect Startup, plus connue sous le nom de la loi Startup Act. Donc j'y reviendrai en long, en large et en travers durant le panel. Merci. Très bien, bonjour à tous. Vous m'entendez? Excellent. Je me nomme Marguerite Tal, donc je suis directrice pays du fonds d'investissement IEP. Je pense que Abdoulaye Mbaye a déjà dressé une certaine, en tout cas pas une certaine image de ce qu'est un fonds d'investissement. On y reviendra en détail. Mais voilà, donc nous on accompagne des entrepreneurs au Sénégal et sur tout le continent, en tout cas Afrique subsaharienne. Nous avons à date sous gestion environ 400 millions d'euros et nous les déployons sous divers véhicules, donc allant de l'amorçage jusqu'au capital de développement. Voilà. Donc, Papa Abdoulaye Ndiaye. Alors, moi, je suis le cofondateur de Finapli. Donc, Finapli, c'est une fintech qui se développe discrètement dans la sous-région, puisqu'on a des clients au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. Et on travaille beaucoup avec les banques, les directions financières des grandes entreprises, ainsi que les institutions financières, où on propose des solutions de gestion de trésorerie, donc des Treasury Management Systems. Donc ça, c'est une de mes casquettes. Et puis l'autre casquette, je suis fondateur aussi d'un cabinet qui s'appelle Yenaba et qui fait tout ce qui est accompagnement en stratégie de transformation digitale. Et également, j'accompagne donc des fonds d'investissement, donc notamment sur les phases de due diligence. Et derrière aussi, donc je les représente une fois que le deal est fait, donc au niveau de l'entreprise pour s'assurer que ce qui a été vendu, qu'on puisse le dérouler correctement en quelque sorte, quoi. Voilà. Bonjour à tous, Daouda Gueye, adjoint maire à la ville de Dakar en charge du numérique. Merci. Bonjour à tous, Sobel Ngom, je suis dirigeant associatif, je préside le consortium Jeunesse Sénégal. Merci. Très bien. Je pense qu'on a une diversité de profils et cela, c'est très intéressant. Alors, notre thème, c'est stimuler la croissance, cadre incitatif, politique publique, fonds dédiés et opportunités pour les champions africains. On a 5 thèmes à passer en revue. Donc, je vais juste commencer par le premier. Parce que quand on dit stimuler la croissance, moi, la première question que je me pose, c'est de questionner la croissance. Donc, je vais vous poser la question, c'est quoi la croissance pour vous? Quel type de croissance? Et est-ce qu'il faut toujours croître pour une entreprise? Je vais commencer par mon extrême droite, Pape Abdoulaye, que je connais bien. Donc, je peux lui donner la parole en premier. D'accord. Merci Samba. C'est vrai que dans la croissance, on peut mettre beaucoup de choses. Donc, il y en a qui pensent que la croissance, c'est le fait de gagner beaucoup d'argent pour l'entreprise. D'autres peuvent se dire c'est d'avoir un impact même au niveau donc, de l'écosystème, donc générer beaucoup d'emplois en tant que tel. Et tout
tout cela sont des formes de croissance en tant que telles. Et c'est là où on se pose après les questions, à savoir comment y aller, comment accompagner cette croissance-là. Donc comment dirais-je, tous les points qui ont été soulevés lors du premier panel, c'était très intéressant. Et j'ai adoré l'intervention d'Abdoulaye Mbaye, qui parlait de levée de fonds. Pourquoi il faut faire une levée de fonds? Moi, je dirais même pourquoi le faire? Faut-il vraiment le faire? Quand le faire? Comment le faire? Etc. Donc il y a toutes ces questions-là qu'on doit se poser avant d'y aller. Donc voilà. Madame doit certainement examiner les entreprises qu'elle finance dans le sens de leur croissance. Absolument, et je vais donc parler sous le prisme d'un fonds d'investissement. Pour nous, la croissance, en fait, c'est quelque chose de 360. Et le résultat économique, finalement, est le résultat de pas mal de choses qui auront cru donc, dans la société, que ce soit... en fait, c'est le résultat d'une consolidation, la croissance. On consolide ses ressources humaines, on consolide son modèle économique, on consolide une chaîne de valeur. Et d'ailleurs, dans cette chaîne de valeur, on va faire croître d'autres parties prenantes, en fait, pour arriver nous-mêmes à notre réussite. Donc, on fait croître le marché, parce qu'on est contributeur dans un marché. Donc, il y a un certain nombre d'échanges et d'interactions qu'a une société avec pas mal d'acteurs, que ce soit donc, les fournisseurs, les clients, les partenaires, l'État. Et donc, en fait, c'est cet ensemble en fait, de dynamiques positives qui, en fait, en tout, en fait, font ce qu'on appelle, nous, la croissance. Et ça va se traduire inévitablement en un chiffre d'affaires qui aura cru, en des marges qui auront développé, en une société qui est solide dans sa gouvernance, comme l'a dit M. Mbaye plus tôt. Et ça, en fait, finalement, la somme de ces croissances individuelles de toutes ces sociétés a une contribution clairement pas marginale, en fait, à une société donc, qui aura cet ensemble d'acteurs économiques qui auront cru à différentes dimensions, en fait, et finalement qui vont apporter, donc, qui auront un rôle extrêmement déterminant, bien entendu, que ce soit dans la création d'emplois, ce qui est extrêmement critique pour nous, dans l'autosuffisance aussi, ce qui est critique. Donc vraiment, c'est d'aller, en fait, je suis en train de faire peut-être un raisonnement du privé au public, et voilà, faisant référence aux gains en termes agrégats. Mais c'est ça la croissance en fait, c'est les différentes dimensions d'un point de vue acteur économique qu'on fait pousser, qui vont faire naître donc d'autres externalités positives face à justement avec donc les autres parties prenantes. Et cet ensemble en fait finalement viendra à contribuer à un développement réel en fait dans la société. Donc je ne sais pas si on peut prendre croissance de manière séparée nécessairement. Pour moi c'est un tout et on ne peut pas faire croître un chiffre d'affaires sans faire croître son personnel, sans faire des choses dans le sens de la réglementation, etc., etc. Donc c'est cet ensemble en fait qui voilà, aura cet apport vertueux donc, pour le pays. Madame Khan va nous donner la perspective d'une structure qui aide les startups à croître. Madame Khan. C'est difficile de parler après Madame Tal. Je pense qu'elle a résumé. Hein. On va avoir tous un peu la même définition de la croissance. Nous, d'un point de vue plus gouvernemental, comme elle l'a si bien dit, on ne peut pas extraire la croissance et en faire une analyse. C'est un maillon, c'est une chaîne. Et nous, gouvernement, notre but, c'est d'aller vers de la création d'emplois. C'est, comme tout à l'heure mon cher ami disait, il y a 300 000 jeunes qui arrivent dans le marché de l'emploi. Comment résoudre ce problème? Parce que on a une démographie jeune et dynamique. Donc, comment faire de cette démographie jeune et dynamique un facteur de croissance? Nous, État, on va plus réfléchir en facteur de croissance, en facteur de productivité qu'en croissance elle-même. On va plutôt appuyer les initiatives, encourager l'innovation pour en faire un véritable catalyseur de croissance économique et faire en sorte, espérons, que le poids du numérique atteigne les 10% de notre PIB national. Très bien. Merci. Une autre perspective publique. Croissance économique, croissance des entreprises. On reviendra peut-être sur le débat. Allez-y. Okay. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions en termes de croissance. Mais pour une ville comme Dakar, en termes de politique publique,
Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'impact sur les populations. Donc à travers des réponses concrètes sur des problématiques que vivent les Dakarois, que ce soit au niveau de l'aménagement urbain, de la mobilité urbaine par exemple, ou bien de la digitalisation des services en ligne. Donc d'un point de vue vraiment basique, nous, c'est ce qu'on va regarder en premier. Maintenant, d'un point de vue, je dirais plus investisseur par rapport au chiffre d'affaires, là, à ce moment, nous, en tant qu'écosystème builder, ce sera plus au niveau du portage institutionnel pour mettre en avant les champions que nous avons. Merci. Sobel. Merci. Bon, vous imaginez bien que pour une association, la croissance est différente tout en étant quand même très liée. C'est-à-dire que la finalité de la croissance va être l'impact, mais ce que cette croissance va demander, c'est aussi des transformations structurelles. Et donc une évolution, comme Marguerite le disait, sur les capacités organisationnelles, sur les capacités des ressources humaines, etc. Donc voilà, je pense que de notre point de vue en tant que consortium jeunesse, nous on mesure notre croissance par rapport à notre capacité à toucher et impacter le plus de jeunes dans leurs possibilités d'autodétermination. Donc c'est comme ça qu'on le mesure. Si la première année on pouvait en toucher 500, qu'à la 5e année on puisse en toucher 5000 pour un coût moins élevé que celui qu'on utilisait pour les 500 par unité. Très bien, intéressant. Je voudrais juste dire une chose sur la croissance. Quand j'entends croissance, quand on parle d'entreprise, j'ai tout de suite envie de mettre le mot rentable. Croissance rentable. Parce qu'on peut mourir de sa croissance. Et les entreprises meurent de leur croissance. Ça arrive. Et je pense, et ça Abdoulaye Mbaye peut-être me corrigera, parce que lui il a vécu beaucoup de choses, mais en entreprise, en développement des entreprises, il y a quelque chose qui est extrêmement vrai, c'est le cash. Si on veut développer une boîte, il faut avoir du cash, il faut pouvoir générer du cash. Sauf si on a d'autres objectifs. Mais si on veut que la boîte soit durable, il faut générer du cash, donc il faut avoir une croissance rentable. Bon, je vais m'en arrêter là, j'avais dit que je ne parlerai pas beaucoup, je commence à beaucoup parler. On va passer au sujet suivant. Qui est le cœur de qui commence à être le cœur de notre sujet, sont les sources de financement. On a parlé de levée de fonds pour la croissance, mais où est-ce qu'on peut aller trouver cet argent-là? Même si Abdoulaye Mbaye dit, faites attention, n'allez pas tout de suite vers les fonds. Où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour financer notre croissance? Où? Dans le public? Peut-être commençons par les structures publiques. Je vais commencer par Madame Kane. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous faites pour aider les startups à croître? Merci, Monsieur Sen. Je tiens quand même à souligner, hein, il en a parlé très brièvement, mais il gère un fonds structurant de 95 milliards de francs CFA, qui est le projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal, ce qui n'est pas rien, dans lequel je l'embête beaucoup, avec la composante 3.2, c'est ça, qui est l'amélioration des compétences numériques de base et intermédiaires, et avec qui j'ai vraiment plaisir à travailler. Donc, Monsieur Sen, je vous salue et je demanderai bien à l'assistance de vous applaudir pour tout le travail que vous faites pour le Sénégal. Alors, la Startup Act est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement fin 2019, début 2020, en vue d'apporter un cadre incitatif spécifique pour la start-up. Pourquoi? Parce que l'État s'est rendu compte que les start-up étaient les moteurs, les catalyseurs d'innovation et qu'il leur fallait un cadre du fait de leur croissance économique disruptive, donc qui n'est pas comme une entreprise lambda. Tout à l'heure, mon ami de la DPME me taquinait en me disant c'est quoi une start-up? Une start-up, c'est une entreprise qui est innovante, qui apporte un fort potentiel innovant technologique. Donc toutes les entreprises ne sont pas des start-up. Et qui a moins de 8 ans. Parce qu'à plus de 8 ans, soit votre entreprise n'a pas fonctionné, c'est un échec, il faut se baser sur l'échec pour rebondir, soit c'est devenu une scale-up. C'est-à-dire que vous avez scalé, ça veut dire que vous avez marché, vous n'êtes plus une start-up. Pour l'État du Sénégal en tout cas. Alors,
On met en place donc un cadre incitatif spécifique avec des incitations qui permettent aux startups aux startups labellisées, je précise, parce que l'État ne va pas, l'État va surtout investir sur ses champions, c'est-à-dire qu'on va labelliser les meilleurs des meilleurs pour leur donner une véritable marque et ce qui va donner un gage de qualité à ces startups-là. C'est-à-dire, une startup qui demain va avoir le label Sénégal Connect Startup va pouvoir avoir des discussions avec la BPI parce que nous, on traite avec la BPI pour leur dire les startups labellisées ont un gage de qualité. C'est un exemple. Donc l'État du Sénégal met en place le label pour appuyer, soutenir les startups championnes dans leur apport novatrice qu'elles peuvent avoir dans l'écosystème. En dehors du label, il y avait aussi la volonté d'organiser l'écosystème, parce que l'écosystème était en avance par rapport au gouvernement. Donc il était important de savoir qui sont nos startups, donc les enregistrer à travers notre plateforme. Il était aussi important de savoir qui sont les structures qui accompagnent les startups. Il y en a beaucoup. Je pense à Diocolab, je pense à Cetic, je pense à Optic, je pense à... On va me dire que Optic est dans Cetic et Cetic est dans Optic. Mais je pense aux deux parce que les deux incubent. Je pense à Sénégal Numérique SA, je pense à la mairie de Dakar. Donc on a différents types je pense à Dakar Nation Angel qui accompagne des startups. On a différents types de structures d'accompagnement qu'on a besoin d'agrémenter pour pouvoir les accompagner à accompagner les startups. Donc l'agrément donné au SAE permet de soutenir ces structures-là pour pouvoir continuer l'accompagnement et promouvoir la start-up au Sénégal. In fine, qu'est-ce que ça va apporter? Je conclus. In fine, qu'est-ce qu'on veut? Créer de l'emploi. En un, je pense que c'est le but principal des pouvoirs publics en soutenant les start-up. C'est de créer un marché dynamique avec vraiment un apport innovant, c'est de créer des startups d'État. Parce que l'État a besoin de vous. Moi, aujourd'hui, je profite de l'Assemblée. Sénégal Connect Startup a lancé un ami pour la mise en place de sa plateforme digitale. Mais candidatez, n'ayez pas peur. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec M. Mbaye. Oui, il ne faut pas draguer les fonds, mais venez nous draguer, nous. On a des marchés. Nous, on a besoin de vous, on a besoin de vos innovations. Donc venez nous draguer. Moi, je suis prête, hein. Je veux bien être draguée. Donc venez nous draguer, venez nous proposer vos solutions. Parce qu'on est là justement pour les réceptionner. Donc je vais conclure, je vais finir et dire que vraiment l'État est là pour soutenir. C'est un maillon, c'est une chaîne. Il faut le secteur public, il faut le secteur privé, il faut les start-upers, donc les porteurs d'innovation et les universitaires. Les universitaires. On les oublie, mais il faut qu'ils soient là. Madame Khan, les startups, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que allez-y, demandez à Madame Khan d'accélérer la cadence pour labelliser et mettre en place les incitations. Je pense que c'est ça le plus important. Allez-y et il faut aller le plus vite possible. Toujours dans la perspective publique, pour la mairie de Dakar, qu'est-ce que vous mettez en place? Oui, alors, moi, je vais aborder la question sous un angle différent. Je suis persuadé aujourd'hui qu'en 2024, l'argent ne pose pas vraiment de problème. Mais c'est plutôt le produit qu'on développe. Pour quelle cible? C'est-à-dire qu'il faut avoir la solution, mais il faut savoir aussi comment promouvoir cette solution-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs. Je veux dire, l'écosystème, il y en a beaucoup qui sont prêts à accompagner. Mais croyez-moi, moi j'ai déjà accompagné des investisseurs qui sont venus à Dakar. Mais quelquefois, pour trouver les solutions, c'est compliqué. Il y a des entreprises, il y a des startups, mais ce n'est pas aussi simple que ça.
Donc je pense que l'idée, c'est vraiment d'arriver à maturer les solutions, de répondre à des problématiques concrètes, et l'argent viendra ensuite. Merci. Très bien. Je vais passer la parole à Sobel parce que peut-être que lui, il peut nous donner pas mal d'exemples de sources de financement. Oui, pour son activité. J'aurais bien voulu d'abord que Marguerite parle parce que je me serais inspiré de ce qu'elle a dit. Non, mais comme tu gères une association, c'est le volet social. Je pense que c'est des types de financement, de sources de financement qui doivent être différentes de ce qu'on peut trouver pour le privé. Les autres de la droite, on va parler des sources venant du privé. Bon, en réalité, en apparence, elles sont différentes, mais disons que les sources auxquelles le monde associatif a accès, de plus en plus le privé y a aussi accès. Parce que on voit dans le privé, et ce qui est normal, les entités les plus à même à créer de l'emploi. Étant donné qu'aujourd'hui, sur le Sénégal, quand on parle de priorité jeunesse, je dis malheureusement, la seule priorité qu'on met en avant, c'est l'emploi. Alors que c'est vrai que c'est un problème. Enfin, ce n'est pas un problème l'emploi, c'est une conséquence. Et le fait de mettre l'emploi en top priorité fait qu'on investit beaucoup moins dans ce qui prépare les jeunes à l'emploi et à être en capacité de le créer ou de le trouver ou de le garder. Donc nous, on travaille beaucoup sur ce qui est dans la préparation de l'individu et de l'entrepreneur. Les bailleurs de fonds essentiellement qu'on a, je pourrais les catégoriser en 4 groupes. On a déjà les institutions internationales. Donc les institutions internationales qui sont en coopération avec le Sénégal, du type multilatéral comme l'Union européenne ou du type bilatéral comme des pays, les États-Unis, la France, le Canada, l'Allemagne, etc., à travers soit leur diplomatie, qui de plus en plus ont des enveloppes de financement qui sont dédiées à la société civile, ou soit à travers leur agence de coopération qu'on connaît, JIZ, AFD, etc. Une deuxième source de financement qu'on a, ce sont les fondations privées, donc la philanthropie. Donc des fondations privées, majoritairement non africaines. Mais moi, je suis très heureux et très fier de dire que dans mon parcours, je crois avoir été financé par deux fondations d'entreprises africaines, donc la fondation NCIA. Ce n'est pas les plus gros montants, mais pour moi, c'est des symboles qui sont importants parce que 99,9% des fonds qu'on a 8% des fonds qu'on a mobilisés sont quand même des fonds étrangers pour prendre en charge des questions qui sont liées à la jeunesse sénégalaise et ça, je pense que ça doit s'améliorer. Et puis, je dirais, et je ne sais pas si on peut le considérer, parce que bon, ce n'est pas vraiment du financement, mais c'est l'État, parce que ce sont des partenariats qui, en nature, nous permettent de ne pas dépenser d'argent. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a un partenariat avec le ministère de la Jeunesse où on a un pilote de gestion de centres de jeunes. Donc, on parlera tout à l'heure des politiques publiques. Je vous parlerai de la délégation de services publics. Mais déjà, dans ce centre de jeunes-là, pour ceux qui le connaissent, à Guédiawaye, c'est un espace que si on devait louer, il nous coûterait 2 à 3 millions par mois. C'est un espace pour lequel on ne paye pas d'énergie. Et c'est un espace pour lequel on ne paye pas d'eau. Donc c'est un apport en nature qui contribue solidement à nous faire atteindre nos objectifs. Et c'est ça aujourd'hui la relation que l'on a avec l'État en termes de partenariat. Donc public, international et multilatéral, fondations privées. On a aussi des partenariats avec des entreprises privées, notamment la Sonatel, qui est je crois, au Sénégal, la seule entreprise privée avec qui on a un partenariat financier autour de bourses d'ailleurs que l'on met à disposition des jeunes qui sont loin pour pouvoir se connecter à notre plateforme et on essaye de développer justement les relations avec le secteur privé qui encore sont assez faibles globalement et pour des raisons qu'on connaît et qu'on comprend. Et donc un des enjeux quand on parlait de croissance et de structuration, c'est aussi par exemple quand on cite très souvent, moi je me sens toujours comme un outsider quand les privés et le public sont là parce qu'ils citent très rarement le monde associatif comme faisant partie des maillons de la chaîne. Ce n'est pas parce qu'ils nous considèrent comme pas importants, je suis sûr que non, mais c'est parce qu'il n'existe pas de cadre où on a l'opportunité d'échanger et de pouvoir dire voilà ce qu'on peut apporter à ce que vous faites. Et je vais m'arrêter là. Ce que je note dans vos 3 interventions-là, c'est que l'argent n'est pas le problème. On peut en trouver. Non, ça dépend d'ailleurs du stade dans lequel l'entreprise se trouve. Mais globalement, l'argent n'est pas le problème. Je ne sais pas si les privés ont la même perspective ou pas. On a parlé tout à l'heure de capital investissement. Peut-être qu'il y a d'autres modalités
que vous pouvez nous dévoiler. Donc, madame, puis après Pape Abdoulaye. C'est un sujet très vaste, mais je vais être très franche. Et déjà, je me rejoins à vous. L'argent n'est pas le problème parce qu'il n'y a pas de limite géographique. Le financement d'une start-up, d'une entreprise, c'est pas que des Sénégalais. C'est vrai qu'il y a tout un sujet de la nationalité des fonds, mais en réalité, l'argent ne sera pas votre problème si vous faites les choses comme il faut. On sait vous chercher, comme l'a dit Abdoulaye. C'est pas ça le sujet. Pour moi, il y a 2 points qui sont importants. C'est que, et je vais parler pour les start-upers parce qu'il y en a beaucoup, c'est qu'en fait, il faut que vous connaissiez intimement votre modèle économique. Vous, les start-upers, vous avez un sujet de ce que vous appelez le runway, donc combien d'argent il vous reste pour continuer à survivre. Et donc, si vous courtisez le fonds qui va prendre 1 an pour investir, ça ne va pas fonctionner, en fait, tout simplement. Parce que vous devez survivre. Et vous devez avoir une option A, B, C, parce que ce n'est pas évident que ça marche, déjà. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que vous avez le travail de faire une veille continue sur ce qui est disponible en fait. Donc il y a des subventions, il y a des aides, excusez-moi, il y a des subventions, il y a des aides, il y a pas mal donc, de financements qui sont disponibles avant le fonds. Et vous n'avez pas le choix que de veiller sur ça parce que ça peut être un accélérateur autrement, à moindre coût et plus rapide. Donc vous avez cette responsabilité, mais il faut le faire aussi de manière smart. Si vous prenez la subvention pour... je ne sais pas, vous triplez votre salaire ou créez des jobs que vous savez dans 2 ans vous ne pouvez pas soutenir, vous n'avez pas bien utilisé cette subvention. Donc je voulais faire cette parenthèse parce qu'il y a pas mal de choses qui sont disponibles et j'ai remarqué qu'il y a une certaine tendance des entrepreneurs d'aller chercher l'argent facile, mais cet argent facile, il a un coût long terme. À part si vous l'utilisez de manière, intelligente, entre guillemets. Et mon dernier point, c'est de peut-être parler de IEP, de tous les véhicules de financement qui existent. Parce que nous, on ne connaît pas, on ne fait pas de pub, parce qu'en effet, on sait chercher, du coup, les entrepreneurs. Et on a plusieurs véhicules qui vont vous donner de la subvention, qui vont vous donner de la dette à taux zéro, qui vont vous donner du financement d'amorçage, comme par exemple, nous avons créé Teranga Capital, et nous en avons créé une dizaine dans le continent. Et l'idée de ces fonds, parce que j'ai entendu qu'il n'y a pas assez d'investisseurs locaux, alors Teranga Capital est le premier fonds incorporé au Sénégal qui investit que dans des sociétés sénégalaises et qui va avoir une poche d'ailleurs dans quelques mois qui va être dédiée start-up, qui a déjà fait pas mal de start-up, dont l'Africa Mobile, et qui va continuer à le faire. Et ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment une tournure assez intéressante aussi dans le marché du financement. Mais recherchez, peut-être n'allez pas les draguer directement, mais recherchez, sachez ce à quoi ils s'attendent, préparez-vous en conséquent et entre-temps, faites la veille sur les financements entre guillemets plus faciles, plus accessibles pour continuer votre travail d'accélération, le temps de pouvoir donc arriver, être plus à même de capter ces financements. Je pense, Pape Abdoulaye, je pense que tu peux nous donner 2 perspectives, parce que tu es entrepreneur et en même temps, tu collabores avec un fonds d'investissement. Et je pense que ces 2 perspectives-là peuvent être intéressantes. Effectivement. Donc, alors, l'argent n'est pas un problème, mais il faut savoir quel argent prendre. Donc, si je prends le cas de Finapli, donc nous, jusqu'à présent, on n'a pas fait de levée de fonds alors qu'on existe depuis 2018. Donc, lorsqu'on a démarré, donc, on a mis nos propres économies là-dessus, mais on s'est très vite focalisé sur la recherche de clients. Donc, l'argent que l'on a, je dis que ça vient de nos clients. Ensuite, l'autre paramètre qu'on a pris en compte, c'est l'excellence opérationnelle dès le départ. C'est-à-dire, on s'est toujours dit, dès lors qu'on entre chez un client, on ne va pas le perdre. Et on n'a pas perdu de clients depuis. Mais par contre, on essaie d'élargir l'assiette rapidement. Et c'est ce qui nous permet en fait de générer des revenus, de gérer un bon père de famille et d'évoluer. Alors, l'autre volet, on dit souvent que les banques ne prêtent pas, mais les banques prêtent. Et comment on fait? Effectivement, on arrive, on a des états financiers qui sont clairs. Donc ça nous aide énormément et ça on l'a fait depuis le départ. On a notre stratégie de développement qui est claire aussi, qu'on a présenté à nos banques partenaires. Et aussi on a de belles signatures. Donc lorsqu'on a Caisse des dépôts et de consignation, Air Sénégal, Compagnie ivoirienne d'électricité, l'ADER et puis d'autres organismes aussi au niveau de la sous-région qui génèrent des revenus récurrents, ça permet de rassurer la banque et ça nous permet en fait d'avoir des financements. Et on se dit aussi, donc lorsqu'on a cet argent-là, mais on veille à bien l'utiliser. Donc on ne fait pas de gaspillage en tant que tel, on se dit, si on a tel montant,
on attend en retour en fait tel impact par rapport à notre modèle de fonctionnement. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avancer. Pour l'instant, on n'a pas fait de levée de fonds, mais ça va venir. Alors, l'autre casquette que j'ai, c'est par rapport au capital développement. Donc, ça rejoint ce qu'Abdoulaye disait. Puisqu'en fait, j'interviens, par exemple, avec un fonds qui s'appelle Euro Investment Partner, qui a à peu près 180 millions d'euros, dans la prise de participation. Et je peux vous dire que ce travail-là, c'est très, très chronophage pour les entreprises qui veulent lever. La phase de due diligence, elle est extrêmement lourde, puisqu'on regarde tout. Donc, que ce soit les infras, donc les assets, le business model, la stratégie de développement, la partie financière, on regarde tout cela et c'est très, très lourd, quoi. Donc voilà, les fonds veulent bien donner de l'argent, mais derrière, ils savent très bien à qui le donner. Et comme l'a si bien dit Abdoulaye, enfin, même vous, ils savent très bien quelle entreprise aller chercher. Donc autant les laisser venir, quoi. Voilà. Ok, très bien. Bon, j'ai l'impression que vous convergez là-dessus. En tout cas, sur un certain nombre de choses qui me semblent être importantes. Je fais des petites synthèses. L'argent n'est pas forcément le problème. Je dis il n'est pas le problème, il n'est pas forcément le problème. La deuxième chose, il faut bien maîtriser son business, il faut bien le connaître, il faut être opérationnellement excellent et il faut avoir une gouvernance très solide. Une fois qu'on a ça, on n'a pas besoin, et un bon business évidemment, on n'a pas besoin d'aller draguer, peut-être qu'on se fait draguer. Là, c'est intéressant. Alors, on a parlé, il y a des choses dont on n'a pas parlé, mais qui sont aussi des sources de financement. Évidemment, au Sénégal, il y a plusieurs fonds. On n'a pas parlé dans le premier panel, on a parlé de l'ADR. On a plein d'autres fonds qui financent les jeunes, les femmes, etc. Mais il y a d'autres sources de financement qui ne sont peut-être pas développées chez nous. Et je sais qu'il y a eu des tentatives, par exemple le crowdfunding, il y a eu des tentatives qui n'ont pas réussi. Peut-être que ça reviendra un jour. Il y a un projet auquel j'ai un peu collaboré il y a quelques années, et je pense qu'il continue. C'est le réseau Entreprendre, qui prête à taux zéro, mais selon un certain nombre de conditions. C'est intéressant, c'est bon de le savoir et de suivre. Cherchez Réseau Entreprendre dans le net, vous verrez. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent en tout cas de démarrer quand on a un bon projet avant d'aller rencontrer un fonds d'investissement ou un fonds de capital risque. Ça, comme vous le dites, c'est chronophage et il faut être vraiment solide et préparé pour le faire. On va passer à la question des politiques publiques et du cadre incitatif. Les deux vont de pair. Le public, l'État est là pour accompagner, mettre en place un cadre, stimuler. Donc, Sobel, je pense que tu as dû rencontrer un certain nombre de situations dans ce cadre-là. Donc, je vais te donner la parole pour nous en parler. Ok, alors sur les politiques publiques, la majorité sur lesquelles je travaille aujourd'hui ne sont pas directement liées aux startups ou aux entrepreneurs, mais elles sont liées à leur préparation. Voilà. Et elles sont liées à la vision que l'on a aussi aujourd'hui de ce qu'est la vie associative. On considère qu'aujourd'hui, il faut que la vie associative soit entre l'État et le privé, que ce soit un engagement pour le bien public, mais avec un modèle qui lui permet de fonctionner et de durer. C'est-à-dire qu'en tant qu'association, moi j'ai tous les mois presque 150 salaires à payer comme une entreprise. J'ai de la performance à gérer comme une entreprise, j'ai etc. comme une entreprise. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, la finalité pour moi, ça ne va pas être combien d'argent j'ai généré à la fin, mais combien de jeunes j'ai. Et du coup, pour ça, il y a plusieurs politiques publiques qui sont limitantes pour nous. La première, c'est que il n'existait pas, jusqu'à ce qu'on essaye de commencer à se battre pour ça, de dispositifs qui permettaient à une association de jeunes au Sénégal de prendre en charge certaines responsabilités publiques qui étaient plus ou moins prises en charge.
Et donc, pour pouvoir jouer ce rôle-là, et je vais vous donner l'exemple tout à l'heure du CEDEPS de Guédiawaye, donc pour les plus âgés, vous avez tous connu les CEDEPS au Sénégal, et pour les plus jeunes, vous entendez ce qu'on appelle maintenant les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Mais ce qu'il faut savoir sur des CEDEPS, ce sont des centres de jeunesse qui existent dans les 46 départements du Sénégal. Ils sont là, qu'elles soient fonctionnelles ou pas. Une de nos ambitions, c'était de dire comment on pourrait confier la gestion de ces espaces-là à des organisations de jeunes afin qu'elles puissent y dérouler un agenda qui accompagne les jeunes dans leur insertion sociale et dans leur insertion professionnelle. Donc, des mécanismes qui permettent d'accompagner les jeunes à entreprendre localement, d'avoir accès à des financements localement, de tester un certain nombre de choses. Et nous, même si la finalité reste la même chose, on parle à des jeunes qui veulent régler des problèmes. Donc en fait, on finance des jeunes qui veulent régler des problèmes. Certains de ces problèmes peuvent générer de l'argent. Et d'autres ne peuvent pas générer de l'argent. Ou en tout cas, on n'a pas trouvé comment ils peuvent. Par exemple, ceux qui vont faire bénévolement du soutien scolaire dans les écoles à des familles pauvres, on n'a pas trouvé comment ils peuvent générer de l'argent. Par contre, ceux qui vont ramasser du plastique pour pouvoir ensuite le transformer, on a trouvé comment ils peuvent générer de l'argent. Un des éléments donc liés à la politique publique sur lequel on a travaillé, c'est la mise en place au Sénégal d'une délégation de services publics qui est dédiée aux organisations de jeunes. Ces organisations de jeunes, donc, deuxième politique publique, vont devoir être agréées avec ce qu'on appelle un agrément jeunesse, où elles doivent démontrer qu'elles sont suffisamment solides pour pouvoir gérer des fonds, pour s'occuper des enfants, donc avec un certain nombre d'éléments liés au safeguarding, de leur protection, etc. Et donc, ce sont des choses qu'on a pu faire avancer. Donc là, on a un arrêté ministériel sur la mise en place des délégations de services publics pour les organisations de jeunesse. On est les premiers à pouvoir en bénéficier. Et là, on travaille justement à la mise en place de l'agrément jeunesse qui va donc permettre de structurer la façon dont les initiatives, associations de jeunesse pourront accéder plus facilement à des appuis publics qui soient en nature ou qui soient financiers. La deuxième chose, d'autres sujets sur lesquels je vais aller moins dans le détail, mais en termes de politique publique sur lesquels on travaille qui sont liés à la jeunesse, c'est par exemple la convention État-employeur. Aujourd'hui, on essaie de porter un plaidoyer pour que 50% des fonds de cette convention soient orientés sur les startups et les entreprises dirigées par des jeunes. Parce que ce n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Et on va avec le narratif suivant, c'est-à-dire que tous ces appuis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la priorité de l'État, c'est de créer de l'emploi. Donc oui, il y a un narratif qui dit qu'il faut appuyer des entreprises déjà solides pour qu'elles recrutent plus, mais il faut surtout appuyer des entreprises petites qui n'ont pas les moyens de recruter pour qu'elles grandissent et recrutent plus. Et donc pour nous, c'est qu'il faut mettre un quota qui permette d'assurer que, voilà, sur ces fonds-là, même si elles ne cochent pas encore toutes les cases, d'avoir des cases qui sont adoptées à leur capacité actuelle pour pouvoir le faire. Et moi, j'aime le dire, c'est peut-être de l'immodestie, mais ce qu'on a pu prouver avec le consortium jeunesse, c'est que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible de pouvoir avoir des interlocuteurs qui mettent de côté peut-être certaines directives qu'elles avaient pour prendre des risques. Aujourd'hui, on nous a donné, le premier bailleur qui nous a donné de l'argent, c'est l'Union européenne. Tout le monde sait que l'Union européenne, c'est difficile, c'est plein de process, etc. On avait 6 mois d'existence légale, ils nous ont donné 1,5 milliard. Pour eux, et quand on en parle à l'extérieur, ah bon, je ne savais pas que c'était possible, etc. Mais c'est un risque. Mais ce risque-là nous a permis de grandir, de faire des choses et d'avoir pu ensuite lever un peu plus. Donc pour moi, il faut des politiques incitatives qui facilitent le test et qu'on puisse prendre plus de risques pour aider les initiatives de jeunes. Et peut-être pour conclure, juste pour terminer, sur l'élément des politiques publiques, je pense que ce qui fait la force des secteurs, c'est leur capacité à se mettre ensemble. Et pour moi, c'est ça qui est notre problème. Aujourd'hui, quand on regarde 7 startups ici, il y a au moins 2 problèmes qu'elles ont toutes en commun. Mais elles ne vont pas s'asseoir ensemble pour régler ces 2 problèmes. Elles vont chacune essayer de régler tous les autres problèmes individuellement. Je pense qu'il faut qu'on incite de plus en plus les organisations qui travaillent dans le même secteur à se mettre ensemble, à s'organiser et à se battre pour ce qui est important pour elles collectivement. Et c'est vraiment ça pour moi mon message aux startups aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de limites qui sont exogènes, qu'on n'arrive pas à affronter individuellement mais qu'on peut affronter collectivement. Quel dispositif la mairie de Dakar, mais quand on pense politique publique, incitation, on pense tout de suite à la fiscalité. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour les associations? Oui, par exemple déjà pour les jeunes.
il faut qu'on fasse... Aujourd'hui, vous savez, il l'a dit tout à l'heure, M. Diabera, 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ça, c'est l'emploi. Mais plus bas, il y a 1,5 million de jeunes qui doivent être à l'école et qui ne sont pas à l'école. C'est pour ça que je dis l'emploi, c'est une conséquence de problèmes qui sont en dessous et qu'on ne gère pas suffisamment bien. Et donc pour moi, sur cet élément incitatif-là, c'est de pouvoir encourager aujourd'hui des engagements, comme le ministre de l'Éducation parle de société éducative. Il faut que d'autres gens que ceux prédestinés à éduquer éduquent. Et donc pour nous, il faut développer le volontariat d'éducation populaire. Parce qu'on a plein de jeunes qui sortent d'université qui ne trouvent pas d'emploi, mais qui sont quand même bien formés. Comment ces jeunes-là peuvent être disséminés dans le pays, avec peut-être pas beaucoup d'argent, mais au moins un peu, une indemnité de volontaire. Et donc une des incitations, c'est de demander à l'État de considérer qu'au bout de 2 ans, ces jeunes-là aient capitalisé l'équivalent de 2 ans de contribution aux impôts et de 2 ans de cotisation retraite, etc., etc. Donc, il y a des incitations qui peuvent ne pas être directement numéraires, mais qui peuvent contribuer à vraiment faire un changement de masse. Il faudra qu'on travaille sur ces sujets-là. Avec plaisir. Daouda, côté mairie de Dakar. Oui, effectivement, c'est une question qui est très intéressante parce que sans les politiques publiques, je pense que on a beau avoir les meilleures initiatives, mais c'est difficile d'atteindre les objectifs. J'ai rédigé mon mémoire à l'Institut des sciences politiques de Paris sur ce sujet-là, où j'ai passé au crible plusieurs pays pour voir un peu quels étaient, en termes de politique publique, les dispositifs qui étaient mis en place. Donc, par rapport au Ghana, c'était vraiment l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un jargon que nous avons tous découvert après avoir eu un bac plus 5. Alors qu'au Ghana, c'est différent. C'est-à-dire que quand ils sont déjà très jeunes, au collège, on les initie à l'entrepreneuriat. On leur apprend. Et c'est-à-dire que ce mindset-là, en réalité, est très puissant. C'est différent de notre mindset où on attend d'avoir un bac plus 5 ou bien d'être adjoint au maire pour aller commencer à s'intéresser un peu, voilà, comment développer l'écosystème. Pour le Rwanda, par exemple, c'était la part des entreprises locales au niveau de la commande publique. C'est fondamental. Et la mairie de Dakar a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. L'année passée, j'ai organisé un hackathon où j'ai demandé aux jeunes Dakarois de venir proposer des solutions qui vont nous permettre de résoudre un certain nombre de problématiques. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que une de nos lauréates, qui était spécialisée dans qui avait une solution de jardin intelligent, la ville de Dakar a lancé un marché pour construire 54 jardins. Donc il y a le jardin de Bob qui est déjà terminé, donc nous avons le reste qui est en cours, et nous avons réussi à introduire cette start-up-là au niveau de cette commande publique. Donc c'est un premier pas qui est très important pour nous. Et je suis vraiment ravi aussi de voir qu'il y a une autre lauréate, Yacine Sarr, qui est ici dans la salle, qui a développé une application WIR. C'est une application qui permet aux Dakarois, moyennant une contribution dérisoire, d'accéder aux soins avec une carte de soins. Donc quand elle présentait le projet n'était pas mature. Donc avec la CPM, qui est l'incubateur au niveau de la ville de Dakar, nous avons maturé ce projet-là. Donc aujourd'hui, ce projet est opérationnel et nous l'avons introduit en commission, parce qu'au niveau de la ville aussi, il y a des process, en commission santé et sociale, pour voir un peu quelles étaient les perspectives. Mais je pense aussi qu'il y a un volet qu'on n'aborde pas suffisamment, c'est le portage institutionnel. Et c'est fondamental. Parce que moi, quand j'ai été élu ville de Dakar, très honnêtement, l'écosystème, je le percevais un peu comme des initiatives qui étaient vraiment séparées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin de sentir ce portage institutionnel-là. Et quand j'ai organisé l'événement, j'ai vu un peu au niveau des entreprises, au niveau des universitaires, au niveau des startups, qu'ils avaient vraiment besoin de ce cadre-là qui pouvait les aider à atteindre leurs objectifs. Et à mon humble avis, il ne s'agit pas au niveau de l'État central de créer juste une agence
pour dire que voilà, on soutient l'écosystème, ainsi de suite. Il faut que ce soit vraiment un mindset qui soit incarné au plus haut niveau du leadership. Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais compris comment le président du Sénégal peut se déplacer dans certains forums sans pour autant être accompagné de champions africains. C'est un vrai problème. Ça veut dire que, en fait, on met en place des mécanismes, on met en place des structures, mais le mindset n'est pas là. Il faut qu'on travaille sur ce levier-là. J'ai déjà eu la discussion avec le maire de Dakar pour lui dire, monsieur le maire, il est impensable que vous alliez sur tel forum, sans pour autant être accompagné de champions africains. C'est ça un mindset. Et les pays qui l'ont réussi aujourd'hui, ce n'est pas en termes juste de dispositifs ou de mécanismes, mais parce que le mindset est là. Et je pense que c'est fondamental pour le Sénégal aussi qu'on puisse converger vers cette dynamique. Merci. Très clairement, c'est très intéressant. Je pense que dans notre pays, on fait souvent de la cosmétique. On ne va pas au fond des choses. On met un vernis en disant on a fait ça, ça et ça, et on est content de ça. Madame Kane, on va aller un peu plus dans le détail et être plus précis. Une fois que vous avez mis le cadre, labellisé, quelle incitation vous donnez à vos startups en termes vraiment concrets? Concrètement, on a les incitations fiscales et douanières. Ça, c'est la loi qui le prévoit. On a même travaillé avec... parce que je pars du principe, je suis un peu comme Daouda, nous, on a l'habitude de travailler ensemble. C'est-à-dire que quand il a fallu réfléchir sur le cadre incitatif, le remettre à jour, parce que je vous rappelle que la loi est sortie en 2020, j'ai invité toutes les parties prenantes, à savoir la DGID, la Direction Générale des Impôts et Domaines, la Direction des Douanes, j'ai invité le ministère de l'Économie, le ministère des Finances, j'ai invité l'ADER, j'ai invité la DPME, j'ai invité la PIX à s'asseoir autour d'une table et de décider un scénario qu'on va adapter aux 50 premières startups labellisées. Parce que pour moi, le cadre incitatif ne peut pas être fixe et figé, il doit être évolutif. On ne m'entendait pas? Là, on m'entend. Bon, parfait. Donc, le cadre incitatif ne peut pas être figé, il doit être évolutif, et évolutif en fonction des demandes et des attentes des start-upers. Donc, on a fixé un scénario permettant aux startups d'avoir vraiment des incitations fiscales et douanières qui répondent à leurs attentes. Ensuite, on travaille également avec les privés. Je pense à Nokia, avec qui on a entamé des discussions et avec qui ça avance bien pour le learning. Je pense à d'autres que j'ai contactés pour que dans les incitations données aux startups labellisées, que ça ne s'arrête pas à la fiscalité. Il faut que ça aille au-delà. C'est-à-dire qu'on travaille également le mentorat. Moi, je suis contente de vous rencontrer parce que je vais vous proposer un rendez-vous. Parce que c'est en travaillant ensemble qu'on va arriver à trouver des synergies et à proposer des actions concrètes dans le cadre de la Startup Act. Ensuite, ce qu'on propose également, dans le cadre de l'ADER, c'est de travailler ensemble autour du fonds et du fonds du fonds. C'est-à-dire comment on va pouvoir réguler le fonds dédié à l'innovation et comment on va faire en sorte de pouvoir appuyer financièrement les startups. Donc quand vous regardez bien, certes il y a l'aspect financier, certes il y a l'aspect fiscal et douanier, mais il n'y a pas que ça. Nous on se concentre aussi sur le mentorat, sur l'accompagnement, sur l'encadrement, sur la promotion aussi, parce que c'est aussi promouvoir nos startups à l'échelle internationale. C'est aussi, moi je me bats au niveau du continent africain, parce que je pense qu'il est important de savoir que la Startup Act de l'Union africaine a été votée en mars. Ce qui permet à nos startups aujourd'hui, après une bataille, ça a été difficile, de pouvoir obtenir des comptes en devises pour les startups labellisées au niveau de l'UA. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'un virement qui va partir de Paris, 2 jours après, il est sur un compte à Dakar. Très bien. Et ça, c'est une révolution pour les startups. Donc, on fait des petits pas. C'est vrai qu'on avance lentement. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait mon collègue tout à l'heure. L'appui institutionnel est fondamental.
Sans appui institutionnel, on va nulle part. Si nos politiques publiques n'y croient pas, ne croient pas en nos champions, qui va y croire? Personne. Donc, moi, je crois aux startups. Je crois en mon pays, je crois en ma jeunesse et je crois en l'innovation qu'elle apporte. Et je reste persuadé que nos champions feront avancer notre pays, apporteront la digitalisation, régleront nos problèmes de santé, régleront nos problèmes d'éducation. Tout à l'heure, on a vu une vidéo d'une dame qui propose des solutions auditives qui permettent d'éveiller nos enfants. Ça commence des petits. Et ça, nos champions sont en capacité de le proposer. Mais si nous, pouvoir public, quand on se déplace, on oublie nos champions au pays, on n'y arrivera pas. Il en va de notre responsabilité. Mais tout est d'abord question de vision, très clairement, et d'exécution. Je pense qu'on a parlé de capacité d'exécution, mais c'est essentiel. Alors, pour être concrète, oui. Le processus de labellisation est en fin d'écriture. Nous comptons le présenter au président de la République pour soumission, parce que la labellisation doit être homologuée par décret. Donc on pense qu'on pourra l'avoir fin juillet, début août. La plateforme, comme j'ai dit tout à l'heure, on a déjà lancé l'avis à manifestation d'intérêt. Donc je pense qu'une start-up peut le faire en 3 mois. Notre premier hackathon pour la labellisation des start-up purement IA, on compte le faire lors du Saltis de cette année, donc en novembre, pour que Monsieur le ministre puisse remettre les premiers labels en décembre. Ouais. Parce que ce dispositif-là, il est très intéressant. La loi a été votée en 2020, on est en 2024. Ce que j'espère, c'est qu'avant fin 2024, que le dispositif concrètement soit en place. Je rappelle que j'ai été nommé en non, 2023. C'est pas pour vous, hein. C'est pas pour vous, mais je questionne nos façons de fonctionner, nos façons de faire les choses. On est beaucoup trop lent. On vote des lois, on signe des décrets et on pense que les choses sont terminées. Et c'est pas comme ça. Nous, non, mais c'est pas pour vous. C'est d'une je manière suis générale. Je suis d'accord, C'est monsieur vraiment... Sen. Mais à nous, acteurs de l'écosystème, c'est pas Raki Khan ou... Non, pas du tout. C'est nous tous ensemble qui portons avec... Si on ne porte pas avec le dynamisme, avec la volonté, avec la poigne, avec la haine, avec des cris de cœur parfois. Parce que moi, pour la Startup Act, j'ai dû faire un cri de cœur à monsieur le ministre à l'époque pour lui dire il serait temps de mettre la gouvernance. Donc à nous, acteurs, de dire à un moment donné, stop, on a besoin de vous. Regardez-nous, on est là. Mais si on ne fait pas ces cris du cœur, si on ne fait pas ces appels à l'aide, eh ben l'État sera toujours trop lent. Parce que l'État doit contrôler, vérifier, être d'accord. Voilà. L'État doit être plus performant. Sans performance, il n'y a pas de politique publique qui soit incitative. On décide des choses, on en parle, on fait beaucoup de réunions, on sort des lois, et puis après, pour les acteurs, il ne se passe rien. C'est vraiment un État performant. Et ça existe dans le monde. Il y en a plein, des États performants. Notre État doit être plus performant. Je vais juste vous poser une question. Comme on parle des incitations, vos recommandations pour Madame en tant que fonds, Pape Abdoulaye en tant qu'acteur, en termes d'incitation, pour que pour le privé puissiez faire plus et pour vous, pour que vous puissiez apporter plus d'appui financier aux entreprises. Alors merci pour la question. Je pense que tout a été dit, l'État doit être performant, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir sur ce constat. Peut-être je vais prendre 2 axes voilà, concernant les incitations de l'État. Je pense qu'il y a une observation que font beaucoup d'investisseurs sur notre continent, malheureusement, c'est que le cadre réglementaire, le cadre fiscal, les risques juridiques, il y a pas mal de choses et donc c'est compliqué d'investir. Et à chaque fois qu'il y a des insuffisances, à chaque fois qu'il y a des contraintes, il y a une prime associée. C'est pour ça qu'on dit high risk, high reward.
Et donc, à chaque fois qu'on juge que le investment readiness, l'environnement d'investissement est un peu compliqué, ce que va demander l'investisseur sera beaucoup plus important que ce qu'il demandera dans une autre géographie. Donc, peut-être c'est moins de dire ce que l'État, c'est moins des conseils spécifiques, c'est de demander à l'État de réfléchir en ce sens et d'essayer de comprendre le modèle économique d'un fonds d'investissement, le modèle économique de ses bailleurs, et de se dire qu'est-ce que ça me coûte quand je ne fais pas ça. Et après, il y a un effet multiplicateur parce qu'on parle quand même de millions d'acteurs économiques. Ensuite, il y a un constat aussi, quand nous, on regarde nos entreprises de portefeuille, on accompagne, on est généraliste, donc on accompagne pas mal de sociétés qui sont dans pas mal de secteurs. Des fois, c'est un sujet d'autorisation qui prend 1 an. Des fois, c'est un sujet de devise. J'ai commandé ma machine, la banque prend 2 mois parce qu'il n'y a pas de devise pour envoyer je ne sais pas quoi en Chine. Mais l'impact économique est incroyable. Quand je parle d'une machine qui me permet de doubler ma production et que j'ai un délai de 3 mois, ça change totalement mes projections, ça change mes sujets de liquidité parce que j'aurais espéré faire ce chiffre d'affaires, ça change des choses. Et du coup, peut-être demander à l'État de regarder de plus près, c'est bien hein, les incitations généralement, mais de plus près, c'est quoi le modèle économique? Et enfin, parler des fonds d'investissement, leur modèle économique. Le fonds d'investissement, il investit, il veut faire de la plus-value, ensuite il veut sortir ses fonds. Et comme on l'a dit, la majorité de ces investisseurs ne sont pas ici. Donc quand le cadre fiscal ne s'y prête pas à remonter sa plus-value correctement, ce fonds d'investissement ne s'installe pas ici. Vous ne compétissez pas avec juste les bons du trésor, vous compétissez avec l'entrepreneur qui est au Nigeria, qui est au Kenya, qui est dans un cadre où il y a une incitation fiscale plus intéressante pour que les investisseurs qui ne sont pas là parce qu'ils sont juste gentils, qui cherchent finalement ce qu'on appelle le alpha, la plus-value, ils vont dire mieux vaut aller ailleurs. Ou mieux vaut que cette société sénégalaise aille s'incorporer ailleurs et qu'on fasse un schéma et qu'on le passe là-bas pour arriver ici. Et finalement, c'est l'État qui perd. Parce que mieux vaut avoir un peu de beaucoup que beaucoup de finalement peu, parce que tout le monde se cache. Et donc, étudions le modèle économique de ces fonds d'investissement, de ces bailleurs, et regardons de plus près ce que vivent les sociétés sénégalaises au jour le jour, parce qu'on lance beaucoup d'initiatives, mais dans l'exécution, encore une fois, vraiment, il n'y a pas de accountability, comme on dit. Je ne sais pas le mot en français. 1% de l'éléphant plutôt que 100% de la souris. C'est ça. Papa Abdoulaye. Effectivement. Donc, je pense que beaucoup de choses, en fait, tout a été dit. Hein. Donc, et pour matérialiser tout ça, je vais prendre l'exemple du PTN, donc Pôle technologique numérique. Et il y a 2 ans, on avait travaillé avec eux un petit peu pour les accompagner d'un point de vue stratégique. Et on s'était benchmarké par rapport à ce qui se faisait à travers le monde. Donc, Smart Village en Égypte, Technopark en Inde, Nir Casashore au Maroc, le VTIB à Abidjan et tout. Et sur cette base-là, on avait dit, donc on avait identifié en fait l'ensemble des avantages fiscaux qui peuvent être proposés. Bon, réduction IS, IR, compte en devise qui se fait en Égypte. Et toutes ces choses-là, on les a mis dans la stratégie. Bon, c'est des choses en fait dont on parle assez souvent, qui reviennent assez souvent. Et je pense que le PTN peut être un outil puissant pour faire du Sénégal en fait la place à être pour les investisseurs. Donc c'est très important. Et au-delà de tout cela, je pense que Daouda l'a aussi dit, ce qui manque fondamentalement, c'est cette diplomatie digitale. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Donc clairement, nous ne l'avons pas. Donc effectivement, lorsque nos officiels voyagent, ils n'amènent pas les startups. Lorsqu'on a aujourd'hui une startup qui travaille avec un grand compte et qui fait des choses merveilleuses plutôt, lorsque ce grand compte-là va discuter avec ses homologues au niveau donc, du Sénégal, cette entreprise-là n'amène pas la start-up. Et c'est une question de mindset. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, tout a été dit. Bon, j'essaie juste de matérialiser ça un petit peu plus. Quoi. Voilà, parce que c'est des cas de figure qu'on a vécu nous en tant que tel. Ouais. Voilà. Parlant du PTN, je pense qu'ils ont besoin d'un plan commando. Parce qu'un parc technologique qui a démarré, dont le projet a commencé à, je pense, 8 ans, et qui n'est pas encore terminé, ça pose problème. Il faut le finir, le démarrer avant la fin de cette année. Et ça, c'est un plan commando, comme on le fait quelquefois dans les entreprises, quand on a un gros problème sérieux qu'on veut régler,
il faut faire, il faut agir là-dessus. On va terminer. Je voudrais quand même poser que le public, une ou deux personnes du public puissent intervenir sur poser une question ou faire un témoignage en ce qui concerne ces incitations-là. Avant cela, je vais juste dire un mot et pour passer la parole pour que chacun dise un mot sur les structures d'appui. Je pense que c'est une question qui a été débattue dans le premier panel. On n'y reviendra pas dans le détail. On a parlé des incubateurs, des accélérateurs, des startup studios, de tous ces dispositifs-là qui existent. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il y a un maillon qui manque dans la chaîne, dans les dispositifs d'appui? Est-ce qu'il y a un maillon qui manque dans la chaîne? Sobel. Je dirais oui. Et pour moi, le maillon essentiel, c'est le maillon qui connecte les uns et les autres. Aujourd'hui, ils sont trop singularisés. Et honnêtement, parmi nos membres au CJS, il y en a 6 qui sont des structures d'accompagnement. On est quand même convenu très vite à quelque chose. Ça ne marche pas suffisamment bien par rapport à ce que ça coûte. Et j'ose le dire devant mes pairs qui dirigent des structures d'accompagnement ici, ils le savent. Et donc aujourd'hui, un des enjeux qui est en train d'être posé et pour lesquels j'invite ceux qui ne sont pas encore adhérents à ça, c'est que dans la même dynamique de la création du consortium Jeunesse Sénégal, il y a une dynamique en ce moment qui s'appelle temporairement Sénégal Accompagnement, qui vise à réunir les structures d'accompagnement pour justement mettre des standards. Parce que le problème de nos structures d'accompagnement, c'est comme le problème de nos associations dans l'intervention. C'est que comme il n'y a pas de cadre qui est précis, chacun fait ce qu'il veut. Et quand chacun fait ce qu'il veut, personne n'a l'autorité pour dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Donc on dépense beaucoup d'argent. Certains vont dire qu'ils font de l'accélération alors que leur contenu c'est de l'incubation. Certains vont dire qu'ils font de l'incubation alors que c'est autre chose. Mais il n'y a pas de régulateur. Il n'y en a pas un qui dit c'est ça la norme. Et pour qu'il y en ait un qui dit c'est ça la norme, il faut que tout le monde accepte d'adhérer à celui qui dit c'est ça la norme. Et donc cette structure pour moi serait un des maillons manquants à cette chaîne et qui ferait que on puisse avoir plus d'impact, encore une fois, parce que moi je suis vraiment surpris de voir le privilège que le Sénégal a par rapport à d'autres pays, en termes de facilité à lever des fonds, à faire venir n'importe qui donne des millions, là où les autres seraient tellement prêts à se battre plus et à s'organiser que nous. Et nous, finalement, chaque année, on est là à dire les mêmes problèmes. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'il y a 300 000 jeunes qui rentrent dans le marché du travail chaque année, il n'y a que 30 000 emplois qui sont créés. C'est les mêmes choses qu'on entend depuis 10 ans. Et c'est les mêmes approches finalement, malgré des leaderships positifs, mais ça manque encore de cadrage. Et c'est là où moi je me dis, l'État, des fois je suis surpris de voir l'État monter des projets, mais Nignum est entrepreneur ligne. Tu vois, au lieu de se dire, bon, sur ces projets-là, on va essayer de réunir. Et puis, c'est vraiment, je suis content aussi de vous rencontrer parce que pour moi, c'est un challenge, mais positif, quoi. C'est de vous dire, à chaque fois quand on fait quelque chose de public, dans ce pays-là, quand même, c'est des entrepreneurs qui font que la stabilité reste. Comment on peut s'assurer que dans toute réflexion publique, il y a des acteurs qui sont sur le terrain, qui participent à cette dynamique du début à la fin. Et je sais que c'est difficile parce que très souvent, on appelle une direction du ministère, on dit dans 2 jours, on a besoin de ça. Et donc, tu n'as pas le temps d'appeler les gens. Mais il faut le faire parce que quand on le fait, comme Marguerite l'a dit, qu'est-ce qu'on perd quand on ne le fait pas? On perd qu'on a un très beau projet, mais personne n'y adhère parce que les gens n'y ont pas participé ou ne le comprennent pas. Voilà. Merci. Daouda, oui, alors, je dirais tout simplement le portage institutionnel, aussi bien au niveau du cadre légal que la diplomatie digitale. Je pense qu'il faut quelquefois voyager un peu pour comprendre un peu les enjeux et se rendre compte à quel point il y a autant de convoitises pour le Sénégal. Mais si nous, déjà, quand nous discutons, nous sommes en phase sur certaines problématiques, bon, les gens qui veulent venir aussi, pour eux, c'est très compliqué. Je vous remercie. Ok. Merci, Monsieur Sen. Moi, je dirais, comme mes 2 collègues précédents, l'interopérabilité entre acteurs. Pas la synergie. L'interopérabilité. On est déjà synergique, on se voit, on se parle, on réfléchit, on crée des stratégies, mais on ne travaille pas encore ensemble. Il faut de l'interopérabilité. Alors, beaucoup a été dit. Je pense que les SAE sont extrêmement critiques à ce que nous faisons, l'investissement.
Peut-être l'appel, je vais les appeler à se former davantage. Je pense que, d'ailleurs, nous, IEP, le volet conseil a beaucoup travaillé avec notamment l'ADER dans la formation donc, de pas mal de SAE. Mais l'idée est qu'aujourd'hui, vous êtes ceux qui accompagnent ceux qui vont devenir les champions et les acteurs économiques. Et donc, quelque part, je trouve qu'il y en a qui ont peut-être un peu de légèreté dans le sujet. C'est pas juste on vous aide à écrire un business plan, c'est vraiment une mentalité. On doit vous apprendre à négocier, on doit vous apprendre à vous projeter, parce que vous êtes supposé vous projeter dans 20 ans, dans 30 ans, vous êtes supposé vraiment disrupter le marché. Et je pense que donc, voilà, j'invite, il y en a qui font un travail, il y en a beaucoup d'ailleurs qui font un travail formidable, mais continuez à se former et continuez à, voilà, à appliquer cette rigueur en fait, parce que la finalité est extrêmement critique. Voilà. Merci, Papa Abdoulaye. Alors, donc, moi je dirais donc avoir en fait plus de mindset entrepreneur, pas être entrepreneur, mais plus de mindset entrepreneur au niveau donc de nos institutions. Je pense que ça permettrait de pouvoir rendre les choses opérationnelles et de façon très efficace. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Merci. Je ne sais pas si je suis autorisé à donner la parole au public ou pas, mais j'aimerais bien prendre 2 ou 3 interventions, questions ou petites contributions rapides. J'ai tendance à être un peu transgressif avec l'âge. On devient plus sage, moi je deviens plus transgressif. Merci, je vais me mettre là. Moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce débat, mais je me demande si on est dans le même pays. Sincèrement. Parce que moi, je vis les choses et j'estime qu'on ne se fait pas suffisamment mal au Sénégal pour avancer. On est dans le masla et on est dans ce qui nous fait du bien. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas, on ne s'en rend pas compte. Hein. Quand vous allez dans les autres pays, ça se fait tellement mal que vous êtes obligé de courir pour que ça marche. Mais ici, on est bien. Madame, le PTN, l'infrastructure, vous avez donné ça à des Marocains? Vous avez des entreprises sénégalaises pour 4 et quelques milliards. Vous avez donné ça à des entreprises marocaines, à une entreprise pour l'installer. Personne n'a pu le faire au Sénégal. Vous pensez? Ça, c'est réel. La fiscalité, 30% d'impôts sur nos entreprises, 25% en Côte d'Ivoire. Je fais plus de business en Côte d'Ivoire, je paye moins d'impôts, mais je ramène mon business en Côte d'Ivoire, je ne reste pas au Sénégal. 25%, je gagne 5 points. Ça, c'est réel. Ça a un impact tout de suite. Et on n'en fait rien. La douane, en ce moment, qui crée des problèmes à toutes les entreprises sénégalaises, toutes, qui nous fatiguent, qui nous convoquent, extorsion de fonds, tout le monde l'essaye et vous ne dites absolument rien. Après, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Mais ça, c'est des sujets réels. Vous vous levez, vous les réglez. Et on avance. Mais non, on va faire 50 000 réunions. On va inviter, parce qu'il faut inviter tout le monde dans une grosse liste, une salle où il y a 100 personnes qui doivent prendre la parole. 10 heures sont passées, on n'a rien dit. Et c'est ça qui se passe. Et je me dis, mais est-ce qu'on se dit la vérité? Est-ce qu'on est dans le même pays ou est-ce qu'on n'est pas dans le même pays? Madame, c'est ça qu'il faut dire à votre ministre. Moi, un ministre des télécoms, de numérique, n'est jamais venu me voir. 120 emplois créés, en règle dans ma fiscalité, rien. Vous parlez du PIB. 10% du PIB. Mais vous parlez des opérateurs télécoms. Hein? Si, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on est dans le commerce. On n'est pas dans le numérique. Donc, convention du numérique, c'est tout de suite start-up, c'est très bien. Mais créer la convention du secteur du numérique, c'est tout de suite parce que c'est extrêmement important. Et ça, c'est une vraie bataille. Et dedans, vous pouvez faire des incitations fiscales, vous pouvez faire des incitations douanières, mais la convention existe. Aujourd'hui, l'entrepreneur du numérique gagne bien sa vie, paye énormément d'impôts, mais a une retraite très faible. Alors que le banquier, il part avec 80% de son salaire à la retraite et puis il a la CREAE en Côte d'Ivoire. Il va à la retraite quand il veut. Il n'a aucun problème. Mais nous, on est dans le secteur du commerce. Donc tout ça, ce sont des sujets qu'on peut poser sur la table tout de suite et résoudre. Mais vous n'avez pas les bons acteurs en face de vous. Hein. C'est ça votre problème. Vous n'avez pas les bons acteurs en face de vous. Et on a tendance tous à réunir les personnes qui nous intéressent, qui nous arrangent, pour parler de certains sujets et puis après, rien n'est fait. Mais vous n'avez pas les bons acteurs en face de vous. Ceux qui connaissent les problèmes, ceux qui savent les régler et ceux qui peuvent dire, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire.
Et ça a un impact tout de suite sur l'économie. Beaucoup de multinationales sont parties à Abidjan. Nestlé, Pfizer, tout ça. Ils ont délocalisé leur business. Mais je me demande, mais est-ce qu'on le voit? On dit qu'on crée des champions. Vous avez des entreprises qui ont grandi, qui ont atteint une certaine taille. Tout le monde fait tout pour vous faire descendre. Mais ça, c'est très africain et vous ne vous en rendez même pas compte. Aux États-Unis, on fait tout pour vous augmenter, pour vous développer. En Afrique, on fait tout. Il n'y a aucune loi, rien. On fait tout pour vous descendre. Vous devez disparaître. La seule chose qui va faire plaisir aux gens, c'est que vous disparaissez. Moi, si je n'avais pas compris comment ça fonctionne, je n'avais pas atteint une taille critique, mais j'aurais disparu depuis très longtemps. Je l'ai fait exprès d'atteindre une taille critique très vite, d'être très fort, mais surtout, j'ai généré du cash. J'ai généré énormément de cash et j'ai gardé. Et ça a été mon trésor de guerre. Merci. Juste une autre intervention après le plaidoyer d'Abdoulaye. Très bon plaidoyer. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui va... Juste, je prends deux parce que je pense qu'on a explosé le temps. Je suis presque sûr qu'on a fait plus d'une heure. Allez-y. Ah, on vient de faire une heure? Ah, ok. Allez-y, deux bonjour, personnes. excusez-moi, tout d'abord, c'est M. Diallo Abdourahmane. Je suis enseignant et président de la nouvelle orientation unitaire de la Médina. M. Sabel, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous entendre parler. Vous parlez de champions. On a besoin de champions. Qui est champion? Et comment doit-on préparer les champions? Parce que le problème majeur de ce Sénégal, tant sur le plan économique, politique, social et autres, c'est un problème d'éducation. Le socle, c'est l'éducation. Maintenant, Sobel en a parlé, où vous, les entrepreneurs et les acteurs, vous devez investir pour que ces enfants puissent maintenir au moins le cap et apporter leur participation positive à ce qu'on attend d'eux. L'éducation et la formation est le meilleur des investissements, si on y croit. Même, c'est des ressources humaines que nous attendons, des gens qui seront capables de tenir les deux bouts et que le pays puisse aller de l'avant. Vous mettez en place des genres d'événements sur le plan de l'éducation. La première chose qui vous arrive en tête est que vous devez le faire vous seul. Ne comptez pas sur qui que ce soit à gauche, à droite, les politiques publiques et autres. Si tu écris, on te dira que oh, d'accord, mais non, toujours il y a des alibis qui sont dedans. Mais tu es obligé de faire parce que tout simplement, tu ne dois pas laisser passer ce pourcentage qui doivent gérer ce pays. Mais si vous pouvez conclure. Oui, je vais conclure par actuellement ce qui se passe. Vous allez dans les politiques publiques, vous mettez en place un projet, vous demandez un accompagnement. Ils vont vous dire qu'il n'y a pas de problème. On va essayer de voir. Les choses sont là. Demain, je n'ai rien contre les autres. Ceux qui sont dans le favoritisme inutile, je ne peux que parler ainsi. Eux, ils parviennent à obtenir des sommes colossales. Et qu'à la fin de leurs activités, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des agressions, ce sont des, comment dirais-je, du n'importe quoi dans la rue. Conclusion, s'il vous plaît. Oui, du n'importe quoi dans la rue. Concluez, s'il vous plaît. Oui. Donc, M. Sen, pour conclure, ce que je demande, je pose à ces acteurs, quels moyens doit-on mettre en place pour que nos progénitures puissent y voir leur compte? Merci beaucoup. Merci bien. Autre intervenant? Bonsoir. C'est l'avant-dernier, après un dernier. Bonsoir à toute l'assistance. Moi, je vais être bref. Seulement, ma contribution soit axée sur la politique incitative. Ce que je veux dire est qu'il y a un problème qui est d'ordre général ou bien d'ordre mondial, j'allais dire. C'est surtout les appels d'offres. Moi, je veux parler sur ce fait. Parce qu'on a vu à chaque fois qu'il y a un appel d'offres, en tout cas les entreprises autorisées à soumissionner sont celles qui ont une expérience au moins de 5 ans ou bien qui peuvent justifier en tout cas un type d'ouvrage qui répond à ce type d'appel d'offres. Moi je dis que
avec cette méthode, les petites entreprises n'auront jamais gagné un marché public. Donc ce que je veux dire, est-ce que l'État peut réfléchir, en tout cas pour permettre à ces entreprises nocives, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir accéder au marché public? C'était ça ma question. Merci. Dernier intervenant. Merci beaucoup pour l'opportunité d'apprendre. Elhadj, merci beaucoup. Les discussions étaient très denses. Donc, je suis Abdelkader Diallo, directeur général du groupe Volcano. Et notre mission à Volcano, c'est d'accompagner des millions de jeunes Africains à saisir des opportunités. On le fait depuis 9 ans. On a formé beaucoup de développeurs qui sont dans la plupart des startups sénégalaises qui grandissent. On est membre du CJS, je suis membre du conseil d'administration, donc plein de choses, alhamdoulilah. Aujourd'hui, moi, je vous propose une solution assez radicale. Quand on regarde le chiffre, 300 000 jeunes qui entrent dans le marché de l'emploi pour 10 000 emplois formels, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qu'il faut créer. Et je réfléchis depuis 9 ans, et la seule solution que j'ai vue, c'est le stage d'alternance ou les contrats d'apprentissage. Aujourd'hui, il faudrait que dans les licences ou dans les masters, je parle à toutes les écoles, à toutes les universités, à toutes les entreprises, que les formateurs, les écoles d'une part, et les entreprises s'associent pour développer ensemble des programmes d'alternance, mais qui sont compétitifs. On ne peut pas payer un alternant comme on paye un salarié, tout comme on ne peut pas payer un alternant des miettes, sinon il va arrêter. Donc il faudrait réfléchir vraiment à cela. Nous y travaillons. Nous avons testé en interne avec Volcano et notre école de formation Bakeli. Et je prends cette parole juste pour inviter tout le monde à réfléchir de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'investit pas dans la formation, pour moi, va disparaître. Une entreprise qui n'investit pas dans la formation continue de ses collaborateurs, elle va disparaître. Si elle n'investit pas dans la formation continue de personnes, elle ne pourra plus recruter des gens talentueux, compétitifs pour lutter contre ChatGPT. Merci beaucoup. Merci bien. Je vais vous demander à chacun de dire un mot. Un mot pour synthétiser. Un mot. Hein? Sobel. Un mot. Un mot. Vas-y, un mot. Un mot, c'est oui, effectivement, il faut. Moi, je suis d'accord sur les points. Tu en as dit 15. Bon, merci. Bravo. Daouda. Un mot. One word. Merci. Madame Khan. Félicitations. Moi, je dirais juste merci également. Moi, je dirais opérationnalisation. Je pense que... Absolument, absolument. Exécution, opérationnalisation. On a dit beaucoup de choses. Et on dit souvent beaucoup de choses. Mais vraiment, il faut qu'on agisse. Et c'est ça notre problème. On n'agit pas suffisamment. On a tout étudié, on a tout écrit. Et après, on met ça dans les tiroirs et chacun rentre chez soi, content d'avoir beaucoup parlé. Il faut qu'on devienne plus opérationnel. Il y a plein de sujets dont on discute depuis très longtemps. On a parlé de commande publique, contenu local, Small Business Act. Tout ça, ça vise la même chose. Mais il faut que ça devienne opérationnel. Opérationnel, qu'on fasse les choses. Quand on a, je pense que j'ai écrit hier, j'ai dit, faut qu'on arrête de prendre de nouvelles résolutions ou de nouvelles stratégies tant qu'on n'a pas exécuté, ne serait-ce que 10% de ce qu'on a décidé. On dit, on arrête, on ne fait plus de nouvelles politiques. On regarde tout ce qu'on a décidé, 10%. Si on fait les 10%, après on peut recommencer à sortir des nouvelles politiques parce qu'on a beaucoup écrit sur beaucoup de choses. Il faut qu'on arrête. Au Sénégal, on est trop bavard, comme moi, et on dit les choses, on ne les fait pas. Il faut qu'on exécute. C'est vraiment notre talon d'Achille depuis très, très, très longtemps. Tout ce qu'on dit, on y a déjà réfléchi. On a fait des symposiums, des forums, des séminaires. On a dit tout ça, mais on n'exécute pas. Et vraiment, si on arrivait à exécuter 5%, 10% de ce qu'on dit, on aurait fait un grand pas. Abdelkader, je te verrai après sur l'histoire de l'alternance, parce qu'il y a le cas des ISEP. C'est ça leur rôle et je t'en parlerai un peu. Merci à toutes et à tous de votre présence jusqu'à 14 heures passées. Je pense que c'était très intéressant, mais essayons d'aller vers l'action.
C'est Merci vraiment beaucoup. ce qu'il faut. Les applaudissements, s'il vous plaît. Je pense que nous avons fait, je dirais pas à peu près, mais nous avons presque fait le tour et de belles leçons en sont sorties. On doit arrêter de beaucoup parler et passer à l'action. Je pense autant l'État, l'école, les entrepreneurs, le système digital. Et je pense que quand même, c'est à nous, le monde du digital, de montrer la voie aux autres. On doit repenser carrément le système. La refonte globale, autant dans le milieu formation, école, État. Je pense que chaque secteur a besoin d'une refonte globale et qu'on doit plus être dans l'action et moins dans la parole, moins dans les séminaires. Excusez-moi, mais moi, les séminaires m'énervent. Je vais en séminaire pour 10 jours, s'enfermer pour 10 jours pour parler. Après, voilà, ces conclusions-là, est-ce qu'on les met en œuvre ou pas, en pratique ou pas? C'est souvent gardé dans des tiroirs. Donc là, il est temps qu'on passe à l'action. Et pourquoi pas que ça commence par nous. Et donc, si on veut plus de champions, je pense que ces jeunes, à l'image de monsieur qui dirige Volcano ou autres, sont là. On peut les mettre plus en avant et voilà, faire leur promotion. Donc, nous vous remercions et au nom de Akasa, je vous remercie de votre présence. Merci et bonne fin d'après-midi. C'était moi.